Leclerc, c'est une association aujourd'hui qui regroupe 300 membres, fondée en 84, donc très ancienne, et engagée depuis plus de 15 ans sur des travaux autour de la question de l'investissement citoyen et local, ce qui l'a amené notamment à fonder, il y a une dizaine d'années, Enercop d'un côté, Énergie Partagée de l'autre. Alors, entre autres, évidemment. Donc, je voulais juste, avant d'aborder la question proprement parlée du financement du développement, venir sur cette notion de projet d'intérêt territorial. La notion d'ancrage local, évidemment, elle est très connue et partagée au sein d'énergie partagée. Mais je voulais venir un peu autour de ça sur la dimension du territoire au sens de la collectivité locale et des acteurs présents sur le territoire, dont évidemment les citoyens font partie. Et en particulier, nous, on a ce cadrage qui est celui du territoire à énergie positive, qui est un concept qu'on a inventé au clair, qu'on a promu, qu'on promeut depuis 2010. Donc c'est ni inventé par le président de la région Aquitaine, ni par Ségolène Royal, ce que j'ai entendu dire plein de fois, mais c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est que ça se déploie. Et l'idée, c'est cet engagement vers le 100% renouvelable. Alors ça, c'est l'engagement, l'objectif, un peu vision qui fait mettre tout le monde un peu dans un projet commun. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on travaille aussi sur des modalités spécifiques de montage de projet qui vont favoriser le développement local et territorial. Et donc, de facto, on est sur une logique de projet, alors très similaire, on va dire, dans l'esprit à ce que porte Énergie Partagée, pareil pour les acteurs du territoire. La subtilité peut-être, c'est que le rôle des acteurs extraterritoriaux, ne serait-ce que pour des raisons financières, j'y reviendrai, est toujours assez important et on continue de le considérer de manière attentive. Et l'idée, en fait, le mot-clé, si vous voulez, c'est qu'on ne veut plus que les projets se fassent sur le territoire, soient catapultés d'une certaine manière sur les territoires, mais que les territoires fassent des projets de territoire, justement, sur la question de l'énergie. Euh, Ce diagramme-là est un peu complexe. Je ne vais pas l'approfondir, mais l'idée, très simplement, c'est de passer d'un modèle en arrivant sur un système énergétique régional, comme disent les Allemands, où on arrête de jeter l'argent par les fenêtres en payant des fossiles et du nucléaire. Alors par les fenêtres du territoire, comme c'est le nucléaire, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette question, à moins qu'on ait une centrale, pour garder l'argent à la maison, c'est-à-dire en diminuant les factures et en produisant localement, on relocalise finalement l'économie de l'énergie. Et en faisant ça, on peut mobiliser tout un ensemble de gisements de valeur. Donc c'est un peu tout le cheminement que vous pouvez observer de la création d'activités de fourniture pour faire des éoliennes, des panneaux solaires, etc. En France, on n'est pas super sur l'ensemblier, on va dire éolien, photovoltaïque par exemple, mais il y a toujours de l'activité de production qui peut être autour de ça. J'ai perdu ma présentation, mais ça reviendra. Euh, Après, la question évidemment du développement du projet, quelles sont les entreprises qui interviennent sur les différentes phases d'études puis de construction du projet. La structure du capital du projet, ça c'est très intrinsèquement le combat d'énergie partagée, le plus possible de faire porter ça par les acteurs locaux. Et en bout de chaîne en fait de la valeur, on a aussi qui a investi dans ce projet-là, et du coup reviennent les intérêts des investissements. Et donc, si vous voulez, nous, le principe du projet d'intérêt territorial, c'est le projet où, dans le cadre d'une négociation équilibrée, le territoire y trouve son compte. Petite illustration de ça. Alors, on est sur un modèle pas très énergie citoyenne au sens de l'implication d'habitants, enfin de groupes d'habitants, mais plus d'un acteur territorial, enfin ce qu'on appelle un peu les opérateurs énergétiques territoriaux. En Allemagne, ce sont les Stadtwerke, quoi, les entreprises municipales ou territoriales d'énergie. Et là, on est sur une comparaison, en fait, hop, pardon, c'est moi qui fais bouger mon truc là, entre deux modèles où le développement est ancré et porté par les acteurs locaux, en l'occurrence un acteur local majoritaire, qui est cette régie de l'énergie, et un modèle où on est sur un développement extraterritorial avec une entreprise qui vient, qui fait le projet et puis qui repart avec l'argent. Et on voit qu'en termes de génération de valeur, on ne le voit pas bien parce que c'est écrit en petit, mais qu'on peut avoir des différences considérables. Dans un cas, à hauteur de 10 plus 7 millions d'euros, en location, taxes professionnelles, prestations, recettes, intérêts de la dette, etc. Et dans l'autre cas, 58 millions d'euros, plus 6. Alors, c'est pas un écart brut qu'il faut considérer, parce que dans un cas, le territoire investit, dans l'autre cas, il n'investit pas. Mais dans tous les cas, le bénéfice net, en fait, la valeur ajoutée sur le territoire, elle est évidemment
importante et beaucoup plus importante quand le projet est porté localement. Donc c'est évidemment ce vers quoi on peut pousser. On a rédigé un article spécifiquement sur cette étude allemande avec tous les détails que vous pouvez retrouver. L'enjeu de la participation des acteurs locaux, je ne vais pas m'apesantir là-dessus pour une raison simple, c'est que Michel Leclerc est déjà bien mieux positionné pour le faire et puis il a prévu de traiter cette question-là dans sa présentation par la suite. La seule chose, alors juste merci de me laisser la main sur la présentation. La seule chose que je voulais rappeler, mais ça c'est quelque chose qui évidemment est très connu, je pense, au sein de la galaxie énergie partagée, c'est que la transition énergétique, si on veut qu'elle se fasse, il faut qu'elle soit démocratique. Et l'exemple en fait de l'Allemagne, notamment sur les projets électriques, alors je suis désolé, ce diagramme est en anglais, mais c'est que quasiment la moitié de la structure du parc en fait de production d'énergie renouvelable électrique récent installé, qui est à quelque chose comme 80 000 mégawatts aujourd'hui, est détenue par des acteurs locaux, des individus et des agriculteurs en particulier. Ça fait une différence assez fondamentale avec la structure de propriété du parc de production électrique en France, enfin, ne serait-ce que l'énergie renouvelable, ça fait en fait toute la différence d'une certaine manière sur le soutien public que les acteurs accordent à la transition énergétique, ou en tout cas les citoyens accordent à la transition énergétique. Un point, justement, pour revenir un peu à ce que j'évoquais au début, au niveau du CLER, nous, on est une association de défense de l'environnement et globalement, on promeut la transition énergétique pour répondre à des très grands enjeux, enfin, aller trop dans l'emphase, mais qui pourraient tourner autour de la survie de l'humanité, si vous voulez. Donc, pour pas faire trop, justement, lourd, j'ai des petites images un peu rigolotes. En haut à gauche, c'est Kevin Costner dans Waterworld, donc c'est le monde post-changement climatique, c'est-à-dire que les gens cherchent la terre sèche. Changement climatique, évidemment, en enjeu clé pour lequel il faut aller extrêmement vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les travaux scientifiques, c'est entre maintenant c'est trop tard et dans 5 ans c'est trop tard, si vous voulez. Donc en gros, il faut aller le plus vite possible. Et en bas, illustration avec Mel Gibson dans Mad Max de la question de la déplétion des ressources pétrolières, de la rareté des ressources, enfin en tout cas fossiles, et de l'absolue nécessité du coup de la même manière de remplacer la production actuelle par les énergies renouvelables. Donc ça, si vous voulez, c'est les enjeux de survie, on va dire à moyen terme, pour être optimiste, mais pas trop. Et à droite, on a des enjeux de court terme qui sont euh, une perception qui est plutôt réelle d'une dégradation des conditions de vie, y compris dans les pays développés. Ça, c'est une illustration par une campagne de la Fondation Abbé Pierre de la précarité énergétique. Et l'actualité ayant pu le montrer il n'y a pas longtemps, une perte d'espoir un peu dans l'avenir et dans l'humanité, on va dire, qui fait arriver à des solutions politiques qui constituent des dérives à court terme qui sont un petit peu inquiétantes, si vous voulez. Parce que si on fait le pendant entre l'image en bas à droite et l'image en haut à gauche, c'est que le monsieur en bas à droite, il considère pas que le problème en haut à gauche est un problème. Euh, donc après, tout ce qui est de la démarche qualitative de comment on fait des bons projets localement, ça peut être carrément, à un moment donné, mis en balance par des grandes décisions au-dessus, des grandes orientations. Alors je vais en venir maintenant à la question du financement du développement à proprement parler, donc le cœur du rapport et puis de la raison pour laquelle vous m'avez invité aujourd'hui. Merci pour ça. Sur les enjeux, je vais balayer encore une fois très vite parce que Michel va approfondir cette question-là. La question des enjeux du financement du développement, déjà pourquoi on s'est posé cette question? C'est parce que contrairement à la phase en fait d'investissement au moment de la construction du projet, où là on peut trouver beaucoup d'acteurs qui sont prêts à intervenir, y compris des acteurs institutionnels dotés de moyens financiers conséquents. On n'a quasiment aucun dispositif en fait de politique publique qui est conçu jusqu'à maintenant. Alors il y a quelques exemples qu'on va évoquer, mais qui sont conçus pour faciliter cet amorçage et ce développement. Donc en deux transparents, vous retrouverez les mêmes chez Michel. Quand on fait du développement au début, on a un besoin de financement. Ce besoin de financement, pour faire un peu simple, sur les plus grands projets comme l'éolien, on va être sur le prix d'une maison, quoi, ou d'un appartement, donc 150 à 200 000 euros. Sur les grands projets, c'est significatif. Et donc, où est-ce qu'on trouve cet argent-là? Surtout quand on démarre de rien, ça navigue. Et le deuxième point, du coup, c'est la question de la prise en compte, hop, merci, du risque. Et là, ce diagramme-là, ne le regardez pas trop dans les détails, mais en gros, plus les projets sont grands,
plus ils sont longs à développer et plus le risque que le projet n'aboutisse pas est important, pour faire un peu simple. Et donc tout à droite, vous avez les parcs photovoltaïques au sol, l'éolien et la méthanisation en collective, avec l'éolien et méthanisation vraiment en tête dire du niveau de risque en termes de développement. Euh, le temps, plus c'est long, plus c'est risqué. C'est aussi une des raisons pour laquelle les énergies renouvelables se développent plutôt plus vite en Allemagne qu'en France. C'est que, grosso modo, les projets sortent en 2 fois moins de temps. C'est-à-dire, au lieu de 6-8 ans chez nous pour de l'éolien, on est sur du 3-4 ans en Allemagne. Donc, on voit aussi une différence assez majeure d'environnement. Et juste, oui, pardon, pour conclure sur cet aspect, si vous voulez, ce sur quoi Michel pourra revenir, c'est la notion, au moment du développement, de la prime de succès, enfin, c'est-à-dire de la valorisation économique du travail mené sur le développement. Et c'est là où aujourd'hui une problématique importante apparaît, où on est dans une époque où les projets ont un peu de mal à sortir et où les développeurs privés intervenant seuls, si jamais le territoire voulait acquérir un projet qui a été préalablement développé tout seul par un développeur, ben, ça coûte cher. Et ça coûte certainement aujourd'hui de la vie de pas mal d'acteurs territoriaux trop cher en fait pour que les acteurs puissent s'en saisir après. Et la question du coup c'est comment on intervient dès le début justement pour ne pas arriver devant cette barrière économique pour ancrer les projets a posteriori si l'ancrage n'a pas été fait en amont. Donc c'est sur quoi on travaille. Alors, différentes typologies de financement de développement en collectant en fait les retours d'expérience de terrain enfin, d'un grand nombre d'acteurs. On a dressé une typologie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet d'imaginer différentes entrées en fait dans la question du financement du développement. La première, je pense qu'elle est très généralisée, enfin, chez une bonne partie des acteurs actifs chez Énergie Partagée, c'est les projets de petite taille ou de taille raisonnable. Alors on est sur quelques dizaines à quelques centaines de kilowatts. C'est souvent en l'occurrence des projets photovoltaïques, ici illustrés par un projet de centrale villageoise, hein, qui est un des dispositifs les plus aboutis en termes un peu enfin, je veux dire de généralisation de petites toitures comme ça à l'échelle d'une collectivité. Euh, je dirais que sur la question, alors vous pourrez me contredire éventuellement après, mais sur la question du développement, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Parce que, pour trouver une formule un peu simple, petit projet, petit risque, ce que le diagramme d'avant rappelait, les projets photovoltaïques en particulier, de petite taille, ont une probabilité d'échec qui est beaucoup plus faible que les grands projets. Aussi parce que les dispositifs de soutien continuent d'être les tarifs d'achat, qui sont certainement le dispositif le plus simple à approprier pour les acteurs locaux, alors que pour les projets un peu plus grands, on passe sur des appels d'offres, donc des mécanismes un peu plus incertains de manière un peu générique pour les acteurs locaux. Et les conséquences en fait d'un échec éventuel sont plus faibles parce que les montants que les gens peuvent éventuellement investir individuellement sont plus faibles. On est souvent sur quelques centaines à quelques milliers d'euros. Donc, si vous voulez, c'est pas précisément ce sur quoi nous on a travaillé dans le cadre du rapport. Je pense que du coup, des travaux peut-être complémentaires d'énergie partagée, s'ils ne sont pas déjà menés, pourront être pour ça très utiles. Après, on est parti sur la logique de la démarche entrepreneuriale. Et j'ai été recherché à l'époque dans Wikipédia qu'est-ce que ça voulait dire enfin entrepreneuriat. Et c'était, enfin, finalement, c'était assez opposé à une logique managériale. En gros, l'entrepreneuriat, c'est la capacité à prendre des risques, en fait, par essence, pour développer une activité, dans l'espoir, évidemment, qu'elle marche. Et le managériat, en gros, c'est faire rouler un truc qui tourne déjà, quoi. Euh, un exemple, du coup, d'un des premiers projets, enfin, je ne sais plus qui a l'antécédent en particulier là-dessus, mais beaucoup de choses se sont passées en Bretagne, évidemment. Michel pourra y revenir. Et ici, c'est le parc de Plélan-le-Grand. Alors, j'aime bien aussi cet exemple-là parce qu'il est dans une typologie assez simplifiée, on va dire, en termes de montage. L'idée, c'est qu'il y a un conseiller municipal de la commune de Plélan, Patrick Soltier, qui, inspiré par ce qui se faisait au Danemark, avec son profil d'ingénieur, s'est dit est-ce que nous, on ne pourrait pas justement porter des projets éoliens dont on aurait justement le contrôle qu'on développerait nous-mêmes. Et assez rapidement, enfin, le constat, ça a été fait que la collectivité ne pouvait pas trop porter ça en propre, mais il y a une réunion, un groupement de citoyens qui s'est monté autour de ce projet-là, et à force d'une réunion par semaine, un noyau de 12 personnes un peu actifs en est finalement venu à constituer une société dans laquelle chaque individu a mis 6 000 euros ou plus de sa poche pour constituer le capital d'une société de développement à 84 000 euros.
Et l'idée, c'est que Patrick Soltier a assuré une mission en fait de coordination du développement à partir d'un salaire de base de 1000 euros par mois. C'était l'accord passé avec les associés. Et un engagement à ce que cette somme soit doublée en cas de réussite du projet. Donc, si vous voulez, c'est une sorte d'avance en nature d'une partie de son travail. Et la chance de ce projet-là, c'est que le permis de construire a été obtenu au bout de 18 mois, ce qui est relativement court, voire très court. Et le parc est rentré en production entre l'initiation et le premier kilowattheure en 4 ans. Conditions aujourd'hui très favorables qui font que finalement cette opération, d'un point de vue de l'entreprise, a extrêmement bien fonctionné et permet aujourd'hui en particulier à Patrick Soltier de développer des projets beaucoup plus exotiques, notamment sur l'île de Sein. Et heureusement que des gens peuvent faire ça. J'ai perdu l'écran parce qu'il y a vous êtes dans l'avion. Autre projet, un peu du même type. Alors pour le coup, pour montrer que ça marche pas toujours très bien, un exemple d'une voisine, moi ici dans la Drôme, la Claire Pincelin Salomon, qui depuis plus de 15 ans cherche à faire sortir un projet éolien de terre un peu selon la même modalité, et c'est toujours pas sorti. Si vous voulez, la situation elle est moins glorieuse pour elle. Alors elle persévère, mais en tout cas, voilà, c'est la phase où en gros on sent le risque vraiment du projet porté à bout de main par quelques personnes. Voilà. Et juste comme ça très rapidement, dans une modalité beaucoup plus ouverte, beaucoup plus enfin, participative, le terme n'est pas très bon, mais avec beaucoup plus de participants finalement à la dynamique, il y a évidemment parmi les premiers projets celui d'éoliennes en Pays de Vilaine, et le projet de Bégawatt dont Michel pourra reparler. Deuxième modalité finalement dans lesquelles on rentre sur le financement du développement, c'est celui de la en fait, diversification d'activités d'une structure qui existe déjà. Et donc on utilise pour développer les fonds propres existants de la structure. En l'occurrence, j'ai pris l'exemple ici de la coopérative agricole des fermes de Figeac, qui est une coopérative territorialisée, innovante, très informée, très agile, enfin de par tout ce qu'elle peut mener en termes d'action depuis de nombreuses années, qui, à un moment donné, dans une logique très curieuse aussi, donc à faire beaucoup de voyages d'études, et ils ont été faire des voyages d'études, notamment dans les pays germaniques, nos voisins, où ils ont pu observer que les acteurs agricoles étaient extrêmement investis dans la production d'énergie renouvelable, et ils se sont dit, bah, on n'est pas plus bête qu'eux, on peut le faire aussi. Et l'idée, ça a été de consacrer une ressource humaine, enfin en l'occurrence en la personne de Laurent Causse, adjoint de direction à l'époque, qui est passé finalement sur une mission, alors au début sans savoir trop où ça irait, mais il est devenu responsable d'énergie de la structure. Et il a développé sur la fin des années 2000, avant 2010, en fait une grappe de projets photovoltaïques pour équiper des toitures agricoles au moment où le tarif d'achat était excessivement élevé, à plus de 60 centimes, et donc on était au cœur de la bonne opération en fait financière, on peut le dire, sur le photovoltaïque. Et en fait, l'intelligence de la coopérative, ça a été de monter très vite en fait une structure de portage et de mutualisation pour que les agriculteurs n'aient presque enfin, rien à faire et que ce soit Laurent Causse en pilote avec des structures dédiées qui puissent généraliser enfin, l'équipement des toitures. Et ça a donné en fait 200 bâtiments équipés auprès de 100 agriculteurs du territoire pour un total de 7 mégawatts, hein, donc quantitativement significatif, et 34 millions d'euros d'investissement. Et le petit bonus au moment de l'investissement, c'est que en fait, 100% de l'argent vient des banques. Même les fonds propres en fait, des agriculteurs apportés dans la société de projet, ce sont des prêts auprès de la banque à titre individuel. Donc, si vous voulez, les agriculteurs ont fait des prêts pour avoir des fonds propres, et il y a eu un prêt complémentaire à bas coût, parce que tout était négocié par la coopérative, auprès du Crédit Agricole, une coopérative agricole. Et donc, ça a fait une opération assez juteuse, mais puisque l'argent reste dans le territoire, tant mieux. Initiative de collectivités locales maintenant. Évidemment, les collectivités locales engagées dans des politiques énergétiques ont de plus en plus envie de produire des énergies renouvelables et d'en créer la valeur. Et y compris à terme, comme on le dit souvent, nous, de réinjecter en fait l'argent que peuvent générer les projets d'énergie renouvelable à terme dans des projets d'efficacité énergétique plus difficilement finançables, voire de lutte contre la précarité énergétique, pour aller dans une dimension sociale. Ici, c'est l'exemple des ailes de Teilhard. Je crois que Michel y reviendra un petit peu. Je voulais juste évoquer l'initiation. En fait, c'est la communauté de communes du Mont du Pilat qui s'est dit il y a une petite dizaine d'années, on voudrait faire un projet éolien.
mais on ne veut pas subir le sort des pays en voie de développement, quoi, enfin, un peu à l'instar des pays africains, par exemple, sur le pétrole, pour donner une idée. Et à cette volonté de la collectivité locale s'est associée rapidement une dynamique citoyenne avec Énergie commune renouvelable, ECR, qui avait vraiment la confiance de la collectivité et qui a été un appui en fait technique d'animation du montage du projet déterminant, puisque l'association a fait un sondage auprès des développeurs, un appel à candidature suivi d'un appel à candidature, dans l'idée de monter une société en fait à terme, société d'économie mixte ou SAS avec 50% du capital détenu par le territoire. C'était un peu le cahier des charges imposé et un développeur, parmi d'autres, a répondu, enfin je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais en tout cas il y en a un qui a répondu positivement, c'est Cadran, ce qui a donné une structure de capital de la société de développement pour commencer, on le voit à gauche, équilibré en un quart, la moitié pour l'industriel, et la collectivité a pris un quart via la société d'économie mixte, donc la SEM Soleil, qui est une SEM émanant du syndicat d'énergie de la Loire, le ciel, par laquelle la collectivité a pu investir. Voilà. Alors c'est un exemple très très mixte. Alors je l'ai mis dans l'initiative de collectivité locale, mais en fait tout le monde s'y est mis ici. Et puis, dernière modalité, mais qu'on a déjà pu voir, hein, notamment par exemple des ailes de théière, la logique de co-développement. La logique de co-développement, c'est quand même de partir du postulat que les développeurs, donc les sociétés de développement, sont des professionnels en fait de la gestion du risque et de sa minimisation. Gestion du risque, c'est-à-dire que comme on gère plein de projets, ben, on peut mutualiser les risques entre les projets qui échouent et les projets qui réussissent. Et minimisation, bah, c'est cette compétence technique dont sont porteurs intrinsèquement les développeurs et qui participe à minimiser le risque, au moins à dimension technique, des projets. Sachant qu'aujourd'hui, je pense que le risque des projets, il porte beaucoup sur le social et le sociétal, d'où l'importance d'un relais local et d'une ingénierie politique que les acteurs locaux peuvent porter. Et donc l'idée, c'est de chacun travaille, et donc au moment où le projet avance et le développement avance, ben, on a une valorisation des apports respectifs de l'un et de l'autre et une partage finalement de la prime du succès que peut générer le parc. Je ne sais pas si on l'appelle toujours comme ça. Mais voilà. Ici, on a une photo sur les acteurs à Narbonne. Alors à Narbonne, c'est une dynamique qui est née d'un agriculteur initialement, Rémi Ibanez, qui a voulu concevoir un parc multi-énergie en fait sur un territoire, avec notamment un parc photovoltaïque au sol de grande taille. Il s'est appuyé sur une structure qui s'appelle le pôle énergie 11, qui se qualifie d'agence locale de l'énergie, mais dont la gouvernance est assez atypique parce qu'elle est plus associée aux acteurs économiques via les chambres consulaires. Et là-dessus, le conseil régional a apporté une aide financière pour réaliser une étude d'opportunité qui a conclu que c'était opportun. Et à ce moment-là, l'association Énergie participative du Narbonnais s'est créée et a lancé, un peu à l'instar des aides du TR, un appel d'offres auprès des développeurs en, en, dictant plus ou moins les conditions, en tout cas en disant que le mieux offrant serait le retenu. Et c'est cette fois-ci la société Valorem qui a répondu en proposant, pour faire un peu vite, euh, d'assurer une bonne partie du développement avec le soutien d'énergie participative du Narbonnais, EPN, et en acceptant en fait que la gouvernance du projet soit, en dépit du poids au capital initial, soit réservée, enfin accordée à l'association territoriale énergie participative du Narbonnais. Donc dans le cadre de cette négociation, voilà, il y a un découplage de la proportion, enfin, des apports en proportion entre le financement et la gouvernance. Alors juste, même exemple, cette fois-ci dans le Mené, c'était pour traiter quand même un exemple de méthanisation, l'unité de méthanisation territoriale Géotexia. Cette fois-ci, c'est une initiative qui vient du mouvement CUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole, très fort en Bretagne, et d'une association locale, alors dans le Mené, hein, que vous connaissez certainement, un territoire du Mené, dans les Côtes-d'Armor, Mené Initiative Rurale, qui est un vrai lieu d'échange entre acteurs, en fait, pluri-acteurs sur le territoire, qui a organisé encore une fois, un peu comme les fermes de Figeac, des voyages d'études, qui a constaté la manière dont ça se passait avant, ça a donné envie à tout le monde, et s'est fondé une CUMA Mené Énergie, donc une société, avec un capital assez marginal au début, mais qui a été un vrai groupe de travail et de réflexion entre agriculteurs en particulier. Et rapidement, les agriculteurs se sont tournés vers un opérateur énergétique qui est IDEX, avec lesquels ils ont fondé Géotexia Mené, donc future société, enfin la société de développement du projet. Et tout le développement technique a donc été assuré par IDEX, et les agriculteurs ont travaillé entre eux sur
le fait de se fédérer, de se grouper, et aussi on fait un gros travail de relations publiques, parce qu'ils avaient des ancrages territoriaux, enfin, puis des appuis politiques, pour obtenir notamment des subventions. Travail d'accompagnement par l'association L, par l'ADEME, par la Caisse des dépôts. Et à la fin, du coup, on a un développement valorisé à 450 000 euros, dont 100 000 euros ont été réservés finalement aux agriculteurs qui avaient participé au projet au titre de la CUMA. Je prends trop de temps. Faciliter, sécuriser le développement, je vais assez vite. Capitaliser le savoir-faire et l'expertise sur le montage. Alors évidemment, le rôle déterminant de l'énergie partagée au niveau national, de tous les réseaux régionaux qui peuvent exister. Alors j'en ai mis que quelques-uns. Et puis deux typologies à travers les portraits des gens qu'on voit à droite. Les acteurs en fait citoyens, on va dire porteurs de projets, qui structurent une compétence au sein d'eux. Alors là, on voit Pierre Jourdain, qui est directeur de Citawa de développement, qui est vraiment un bureau d'études de développement de projet maintenant. Et de l'autre côté, Claudio Rumolino, qui est arrivé chez Valorem et à qui on a confié tout de suite, enfin c'est lui qui le souhaitait, une mission de chargé de mission éolien participatif. Et donc il est quasiment à plein temps sur l'innovation en termes de montage pour la société Valorem. Et donc, deuxième, évidemment, enjeu clé, le fait de dégager des capacités de financement. Et donc, ça tourne autour de la notion que j'ai pu évoquer d'opérateur énergétique territorial. C'est-à-dire, quand on fait un seul projet, on a du mal à démarrer, mais dès qu'on en a fait un qui l'a réussi, c'est le cas des fermes de Figeac, qu'on revoit encore à droite, là, c'est Laurent Causse qu'on voit de face, euh, et qu'en plus, cette opération, comme celle de Figeac, a été extrêmement lucrative, mais derrière, on peut réinjecter cet argent-là dans des futurs développements. Et je pense une structure comme Combraille Durable aujourd'hui commence à faire aussi très bien ça. Et donc cette notion, on va dire, d'opérateur, on a pu observer en Allemagne et en Autriche que c'est absolument déterminant. Aujourd'hui, ces opérateurs territoriaux portent des projets à des dizaines et des centaines de millions d'euros. Parce qu'ils ont acquis au fil du temps une masse critique et financière importante. Et puis à droite, exemple intéressant aussi d'Ercisol. Alors c'est à travers un projet là ici hydraulique, mais on est sur une logique encore une fois avec un président de communauté de communes, lui-même ingénieur de formation, qui a rassemblé 35 associés parce qu'il avait un bon réseau local pour avoir 60 000 euros, 65 000 euros de capital dans une société initiale, Ercisol. Et en fait, à travers une opération photovoltaïque, les comptes se sont très rapidement équilibrés sur l'assaut. Ça a permis, enfin la structure, pardon, la société, ça a permis à la société d'avancer. Et aujourd'hui, c'est une société qui crée de nombreuses filiales et à chaque fois que des participations sont prises dans les filiales, il y a une exigence de prendre l'équivalent en termes de participation dans la structure mère. Donc si vous voulez, la structure mère est consolidée par ces différents projets au fur et à mesure, ce qui lui donne des capacités encore additionnelles pour aller développer de nouveaux projets. Donc encore une fois, vraiment une logique de lier le projet à l'opérateur en capacité d'emporter des nouveaux. Hop. Alors maintenant, la question de l'accompagnement du financement du développement. Je laisserai encore une fois pas mal de choses à Michel, notamment sur la question des clubs d'investissement. Mais outils de capital risque, pour faire un peu simple, alors si vous cherchez sur Internet capital risque, vous allez tomber sur plus des choses dédiées aux entreprises en mode start-up un peu innovante. Ça colle pas du tout pour les énergies renouvelables, dont la maturité en fait, en termes de retombées de dividendes est très longue, alors que les capital risques, c'est les premières années, si ça rapporte pas, ça ne marche pas. Mais par contre, les clubs d'investissement, Sigal historiquement utilisé par Éolienne en Pays de Vilaine, mais ensuite un modèle plus simplifié, on va dire, dédié aux énergies renouvelables, sont une manière en fait de regrouper du financement de beaucoup de personnes et puis d'arriver à des montants très conséquents rapidement. Et c'est notamment le cas au niveau d'éoliennes en pays d'Anceny avec la société Eola Développement, qui aujourd'hui a 80 associés, dont 54 clubs d'investissement CIRC, 700 adhérents et un capital d'1,5 million d'euros aujourd'hui collecté. Et énergie partagée études, alors c'est quelque chose qui est tout nouveau, il n'y a même pas de logo pour l'instant, c'est pour ça que je l'ai bidouillé, qui est une filiale d'énergie partagée investissement et d'Enercop qui peut apporter du capital risque à hauteur de 10 000 à 50 000 euros par projet. Alors sur un maximum plafonné par rapport à ce dont dispose Énergie Partagée Investissement, mais voilà, on est aussi sur quelque chose qui pourra compléter des financements locaux et accompagner ça en phase amont. Le rôle des entreprises publiques locales en facilitatrice, alors là, syndicat de la Nièvre, le Sienne, qui a fondé Nièvre Énergie, une société d'économie mixte dédiée, d'ailleurs dont 15% du capital est détenu par des citoyens.
en lien avec le travail du VARM et le parc de Clamecy-Oisy à l'époque. Et c'est une société qui aujourd'hui va intervenir souhaite intervenir dans 30 à 35% en fait des projets développés dans la Nièvre. Donc ça c'est conséquent, autour de 70 à 80 mégawatts de projets. Et il y a un apport en fait finalement de préétude et de coordination par un salarié en fait interne au syndicat qui va faciliter ce travail-là. Et puis voilà, Loire-Atlantique Développement par exemple a apporté des fonds dans la société de développement EOLA Développement et ça peut à un moment donné être facilitant voilà, pour avancer plus vite. La question des avances remboursables, donc des prêts à faible taux, voire à taux nul, est aussi assez déterminante. C'est-à-dire que quand on démarre et qu'on n'a pas d'argent, si un partenaire peut apporter le montant qu'on a du mal à capitaliser au début, c'est une bonne chose. Et c'est encore mieux si éventuellement il accepte que cette avance ne soit pas remboursée si le projet échoue, donc se convertisse de facto en une subvention, enfin subvention, un truc qui a échoué. Mais en tout cas, c'est pour le partenaire, c'est quelque chose qui peut être plus intéressant qu'une subvention brute qui ne sera jamais récupérée, dans la mesure où la problématique n'est pas le modèle économique du projet, mais la manière dont on démarre le financement du projet au moment de la phase de développement. Donc Rhône-Alpes avait, alors malheureusement en fin de mandature, avait lancé un programme autour de ça. Je ne sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui, mais je pense que la région Occitanie aujourd'hui, enfin, a remis encore en place un deuxième appel à projet qui est très certainement un des meilleurs aujourd'hui en cours. Donc n'hésitez pas à vous référer à ça. Bon, ça vous aidera pas trop si vous n'êtes pas en Occitanie, mais enfin voilà. Et puis au niveau national, ben, il y a un groupement d'acteurs, dont Énergie Partagée, Leclerc, etc., qui travaillent auprès de l'ADEME pour mettre en place des dispositifs d'assistance aux projets citoyens, donc créés localement. Et enfin, évidemment, n'oublions pas l'importance des subventions directes. Alors, subventions directes aux porteurs de projets, subventions aux réseaux techniques qui accompagnent les porteurs de projets, les fameux réseaux régionaux que j'évoquais avant, et subventions aux coordinateurs nationaux des réseaux régionaux, et par exemple, l'énergie partagée a été bénéficiaire de public pour ça ces dernières années. Et en un mot, et je conclurai là-dessus, il ne faut pas oublier, parce que là, si vous voulez, on n'a pas entendu parler d'énergie partagée investissement quasiment, on n'a pas entendu parler de financement participatif, l'UMO, l'endosphère, etc., parce que ces entités-là, ou Enerfip, ces entités-là n'interviennent pas aujourd'hui sur le financement de la phase de développement. Mais voilà, ce diagramme-là très connu de Noémie Poise, hein, pour Rhône-Alpes Énergie Environnement, montre qu'au moment de l'investissement, on a aussi de la place, évidemment, pour les acteurs locaux. Et c'est encore majoritairement comme ça que l'investissement se fait dans les projets locaux. Et même en phase d'exploitation, je ne vais pas m'appesantir sur ce diagramme, mais Valorem, par exemple, propose des schémas de reprise de parts de capital par les acteurs locaux, collectivités, après le démarrage du projet. Et pour conclure, tout simplement, le message que nous, on veut faire passer, puis là, on va faire une grande campagne de communication à ce propos-là, en tout cas le mieux qu'on peut, c'est que tous les projets d'énergie renouvelable, et en particulier les grands en l'occurrence, peuvent et doivent désormais s'ouvrir à la participation des collectivités, des acteurs locaux et des citoyens qui en expriment la demande. Et d'une certaine manière, on dit aussi qu'on ne devrait plus pouvoir faire un grand projet sans participation des acteurs locaux, tant les modalités diverses et variées d'intervention sont voilà. Merci Yannick, c'est Julien qui reprend la parole. 2 secondes, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ouais. Écoute, on a un petit problème technique, on a perdu le module qui permet aux participants, 42 quand même, de poser des questions. Alors, comme je sais que tu as une grande connaissance non seulement du financement des projets ENR, mais aussi de Adobe Connect et de ses arcanes, est-ce que tu peux essayer de remettre ce module pendant la présentation de Michel? Je vais le faire aussitôt que tu m'auras passé en hôte. Je te mets en hôte tout de suite et Michel, je lance ta présentation. Donc moi, j'attends la présentation, ça y est. Donc moi, je vais compléter la présentation de Yannick. Bonjour à tous d'abord, en insistant notamment sur l'aspect citoyen. En tant qu'énergie partagée et éolienne en Pays-de-Vilaine, c'est vraiment notre fonds de commerce, notre activité et ce sur quoi on insiste. Donc, notamment, j'insiste sur la question des enjeux. Parce que pourquoi s'investir dans le développement des projets d'énergie renouvelable locaux alors que les développeurs privés le font très bien, ou en tout cas le font. Donc, à partir de ça, on peut se poser un certain nombre de questions.
D'une part, un projet citoyen, c'est un projet qui est ancré sur le territoire. Ancré sur le territoire, c'est-à-dire qui s'appuie sur des personnes qui vivent sur ce territoire et donc qui le connaissent particulièrement. Ce qui n'est pas toujours le cas des opérateurs extérieurs qui arrivent et qui proposent ou imposent un projet sur un territoire. Donc, un projet qui est ancré sur le territoire permet peut-être et souvent de définir un projet qui soit parfaitement en adéquation avec ce territoire. Ce qui permet aussi de maîtriser ou en tout cas d'être particulièrement attentif aux éventuelles nuisances. C'est pas parce qu'on a des projets d'énergie renouvelable qui ne sont pas susceptibles de générer des nuisances. Et la gestion de ces nuisances, c'est pas seulement sur la période de construction d'un projet, c'est sur la totalité de la vie d'un projet. Et donc, c'est important que les acteurs du territoire puissent avoir la main sur cette partie du projet. J'ai perdu ma présentation. Si Julien, tu peux la remettre en route. Donc, voilà, merci. Ensuite, comme disait Yannick, c'est garder l'argent à la maison, c'est-à-dire que à terme, un projet d'énergie renouvelable génère de l'argent, et même dans la partie développement, c'est une source de revenus qui peut être très importante. C'est-à-dire dans certains projets d'énergie renouvelable qui sont risqués, notamment pour l'éolien, il y a une très forte plus-value qui s'opère sur la réalisation des projets. Et entre l'idée initiale et la réalisation, il se passe beaucoup de temps, il y a du risque, et cette valorisation du risque peut être extrêmement importante, voire spéculative aujourd'hui sur les projets éoliens, ce qui fait que là aussi, on a une ressource possible si on participe le plus tôt possible à ce développement. Ensuite, dans un projet local et dans les projets soutenus par énergie partagée, on insiste sur la vision globale de ce projet d'énergie renouvelable qui n'inclut pas seulement la production, mais aussi tout ce qui est économie d'énergie. Et l'implication des acteurs locaux permet de faire que cette question énergétique ne soit pas portée uniquement par quelques personnes relais élus ou personnes limitées, mais par l'ensemble du territoire, ou en tout cas par le plus d'acteurs locaux, de citoyens locaux du territoire. Pour que ça puisse fonctionner, nous, on insiste sur le fait que ces citoyens ne sont pas seulement des apporteurs financiers sur un plan donné, mais qu'ils intègrent la gouvernance, de telle sorte qu'ils participent aux décisions et après aux ressources générées par ces projets. Ce type de participation implique que les citoyens se forment, travaillent ensemble, travaillent avec des collectivités, travaillent avec des partenaires techniques et donc petit à petit intègrent cette question de construction d'un projet économique, un projet industriel et prennent l'habitude de travailler en partenariat, en coopération et ça crée toute une dynamique sociale qui peut être extrêmement stimulante pour un territoire. Et puis, cerise sur le gâteau, ce qui n'est pas l'objet premier, mais c'est que pratiquement le fait d'impliquer le plus possible d'habitants d'un territoire réduit les oppositions. Ça ne garantit pas qu'il n'y ait pas aucune opposition, mais ça peut les rendre majoritaires. Et certains domaines, comme les domaines éoliens, sont actuellement extrêmement sensibles aux oppositions. Et on s'aperçoit que quand on a un portage fort local, ces oppositions ont beaucoup plus de mal à se structurer et avoir un poids néfaste sur le développement. D'où l'intérêt donc de participer à ces développements. Après, la question se pose, c'est bien joli de voir qu'on veut participer au développement du projet, mais comment ça se passe, à quelle étape, quels sont les coûts, les risques, etc., quels sont les outils. Donc, je vais essayer de voir un petit peu ces différentes options, notamment sur la question des étapes dans lesquelles on intervient. Je reviens sur le schéma qui a été fait par Partagé pour montrer un petit peu donc le processus du développement d'un projet d'énergie
renouvelables depuis l'émergence jusqu'à l'exploitation. Dans l'émergence, on a des outils qui sont plus ou moins en place, qui sont liés notamment avec les animateurs de réseau, avec les G. Mais ce travail sur l'émergence, c'est fondamental parce que plus on arrive tôt dans un projet de développement, plus on a des chances d'en garder la maîtrise. Et en gardant la maîtrise, moins on a de risques de voir le projet nous échapper, et plus on risque d'avoir des retombées positives pour le territoire. Donc, on s'aperçoit que, en fait, l'entrée privilégiée, c'est bien sûr au tout début du projet lors de l'émergence, notamment pour les projets qui nécessitent une maîtrise foncière en participant très directement à cette maîtrise foncière qui garantit la pérennité du projet. Et puis, petit à petit, il y a encore des possibilités de rentrer. Sur de nombreux territoires, les opérateurs privés développent personnellement leurs projets, informent plus ou moins la population, mais souvent il faut quand même obliger d'informer les collectivités, les élus. Et à ce moment-là, les élus peuvent se dire, tiens, mais on peut reprendre en main cette question du développement, et il existe toute une série de possibilités finalement de négocier avec le développeur pour créer un partenariat, voire pour reprendre en main les développements possibles. Et plus on avance dans ce développement, plus c'est difficile d'arriver, et en tout cas, quand on arrive, plus le coût du ticket d'entrée va être important, parce que l'opérateur privé va faire payer sa prime de risque qu'il a pris initialement. Donc, c'est important d'arriver le plus tôt possible, mais en même temps, vous pouvez arriver dans des étapes ultérieures, il est toujours possible d'arriver. Alors, pour avoir des idées du coût du développement et des coûts des risques, on avait vu le schéma précédemment, c'est, pour avoir des ordres d'idées, pour l'éolien, on a des coûts effectivement assez importants, 2 à 300 000 euros, pour la méthanisation de 50 à 300 000, photovoltaïque pour des parcs relativement importants de 50 à 200 000, et l'hydro, selon le souci, on peut avoir des fourchettes assez larges. C'est vrai que ce sont des budgets importants, mais il faut bien savoir que ces budgets ne sont pas mis sur la table dès le départ, c'est-à-dire que les 2 à 300 000 euros, par exemple, un projet éolien, on ne les met pas dès le départ, et on les amène au fur et à mesure de l'avancée du développement, donc au fur et à mesure que les voyants se mettent au vert. Et si on revient au coût de développement et au processus dans lequel on arrive, on voit bien que tout ce qui est les phases initiales, notamment de prédiagnostic, d'émergence des projets, ce sont des coûts qui sont relativement modestes. Entre 5 et 10 000 euros, on commence à pouvoir avoir une idée des potentialités d'un site, des modalités d'y arriver. Donc, à ce niveau-là, qui permet quand même d'avoir une maîtrise du projet, on s'aperçoit que ce sont des investissements relativement modestes. Très modestes pour une collectivité, un peu moins pour des citoyens, mais on verra comment on peut se regrouper pour que ça soit davantage facile. Et au fur et à mesure de l'avancée du projet, bien sûr, les coûts augmentent progressivement, mais on ne les met pas tous en même temps, ce qui fait que jusqu'à l'arrivée, on va petit à petit abonder les financements pour permettre de financer le développement. Donc, on a vu que cette valorisation du risque avancé était liée notamment à la durée de développement des projets. Et cette valorisation, qui est souvent dite comme étant une prime de risque, parce que quand on développe un projet, on risque qu'il n'aboutisse pas, donc que toutes les études préliminaires soient perdues. Cependant,
on peut valoriser, mais les marchés de permis de construire, notamment et de droit à produire, sont tels que cette valorisation, notamment dans les domaines un peu concurrentiels comme l'éolien, arrive plus à de la spéculation sur des marchés de permis de construire. Et les valorisations arrivent à des niveaux où on multiplie par 10 l'investissement initial. Pour prendre des exemples, actuellement dans l'éolien, un permis de construire se négocie facilement à plus de 500 000 euros du mégawatt, non pas construit, mais simplement pour avoir les autorisations de lancer les constructions. Pour un coût de développement, je rappelle, de 200 à 300 000 euros, non pas pour un mégawatt, pour 2, 3, 4, 5, 10, 15 mégawatts. Donc on s'aperçoit que ce coût et cette valorisation est extrêmement importante. Et quand on parle valorisation du risque, on oublie un petit peu un niveau de risque qui est celui porté par les acteurs locaux, notamment les collectivités. Nombre de projets qui suscitent des oppositions peuvent créer des risques importants, des risques politiques pour les élus qui portent ces projets. C'est des risques sociaux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu de tension au niveau du pays concerné, de telle sorte qu'il faut intégrer cette prise de risque par les acteurs locaux, et ces acteurs locaux, les habitants, vont devoir vivre avec des projets qui, s'ils ne les maîtrisent pas dans leur développement et dans leur exploitation, ne les maîtriseront pas non plus dans les éventuelles nuisances apportées dans ces projets. Donc, de plus en plus souvent, nous, on insiste sur le fait que, bien sûr, le développeur privé prend du risque financier en investissement dans un projet, mais que les collectivités et habitants d'un territoire prennent un autre risque. Et lors de la valorisation du risque, on peut tout à fait intégrer cette covalorisation, c'est-à-dire que la participation locale en termes d'acceptation, en termes de facilitation, soit aussi valorisée au même titre que le travail fait par le développeur. Maintenant, comment on peut arriver à financer, par exemple pour des projets importants, pour des projets plus simples, c'est aussi plus simple. Des plus petits projets, c'est plus simple à financer. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup de solutions existent, beaucoup d'exemples existent avec des montages assez divers qui permettent de financer des projets de grande envergure, donc avec des montants d'investissement assez importants. Donc, effectivement, je vais me baser sur des exemples que je connais bien. L'exemple de Bégan, auquel j'ai pas mal contribué. Comment nous sommes débrouillés pour arriver à financer le développement de parcs éoliens sur le développement et ensuite sur l'exploitation. Alors, en termes de financement citoyen, bien sûr, on a les personnes physiques qui peuvent s'impliquer, mais il est apparu assez vite que de regrouper ces personnes physiques en club d'investisseurs permettait que chaque personne mette un plus petit montant d'investissement, mais que regrouper un club de 5 à 20 personnes, finalement, ces petites parts finissent à faire des montants assez considérables. Pour faire ces investissements, on s'est appuyé sur, au départ, des clubs d'investisseurs qui s'appellent SCAL, club d'investissement pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Puis on a simplifié en s'intéressant uniquement à des clubs d'investisseurs. Je pourrais revenir éventuellement à la fin sur la différence. Mais ces clubs d'investisseurs ont été montés de façon assez discrète. C'est-à-dire que je reviendrai aussi plus tard sur la question de la communication au niveau des investissements. Et malgré les évolutions de la loi de transition énergétique, dans nombre de cas, il faut qu'on soit assez prudent.
Ce qui fait que nous, pour développer ces clubs d'investisseurs, on a développé un système de réunions Tupperwatt. En fait, ce sont des réunions privées chez des personnes privées et on présente à cette occasion, chez un particulier qui invite ses amis, ses relations, on présente les possibilités d'investir dans un projet, les risques, les potentialités, etc. Et ce qui finalement crée des outils de territoire qui permettent aux acteurs de réfléchir à la fois sur les questions de finance, d'économie, de technique, et permet d'avoir une épargne locale où on sait vers quel projet elle va être positionnée. Éolienne en Pays de Vilaine, pour arriver au développement de ces projets, dont mégawatts, a progressivement mis en place des structures adaptées. Parce que dès qu'on parle de financement de projets de cette dimension-là, on s'est aperçu assez vite qu'une association n'était pas adaptée pour porter des projets financiers comme ça. Par contre, l'association est tout à fait adaptée pour être présente dans des sociétés de projets et l'association peut jouer un rôle politique et en tout cas joue un rôle où elle permet d'associer des dizaines de personnes avec leurs compétences propres, des dizaines de personnes qui vont monter en compétences et qui vont pouvoir permettre à la fois d'accompagner le projet et garder une éthique générale et en plus d'asseoir petit à petit un réseau de financeurs possible, c'est-à-dire que tous les amis des associations pourront permettre aussi de participer à ce projet. Mais, comme je disais, l'association n'est pas adaptée pour porter un projet industriel. Donc, en 2007, pour conserver et pour financer le développement des projets, nous avons décidé de créer une première SARL, Citawatt, qui s'est dotée de 300 000 euros de fonds propres, qui ont été portés par des personnes physiques, 24 entrepreneurs, 3 clubs d'investisseurs, qui ont réuni en tout 60 000 euros, et une société d'économie mixte de la Loire-Atlantique qui a souhaité participer à hauteur de 90 000 euros dans le projet, 45 000 en compte courant, 45 000 en fonds propres. Cette société a permis de poser tout le développement, porter tout le développement de 2 projets éoliens. On avait choisi de travailler sur 2 projets pour limiter les risques. Si on travaille sur un seul projet, les risques sont plus importants puisque on en perd un, on perd la totalité de l'investissement. Bien sûr, une fois que les projets aboutissent, et dans notre cas, on a eu la chance de voir nos 2 premiers financements qui sont aboutis, ce qui nous a permis à chaque fois de créer des sociétés adaptées pour le développement. Ce qui veut dire que même si on a un projet associatif au départ, très vite, il faut se rendre compte qu'il faut se donner les moyens, les outils juridiques, les outils financiers, pour permettre à la fois de sécuriser les investissements que l'on fait, de trouver des gouvernances adaptées. Dans chaque cas, nos projets sont des gouvernances de type démocratique, et on s'aperçoit que ça fonctionne, qu'au fur et à mesure, les différentes sociétés sont à la fois autonomes, mais en même temps reliées à un groupe, qui est en fait le groupe d'éoliennes en Pays de Vilaine, qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui maintenant Énergie en Pays de Vilaine, puisqu'on ne travaille plus que sur de l'éolien. Ce sont des étapes assez longues, mais on s'aperçoit que une fois qu'on a défriché un peu le modèle, cela se retrouve un petit peu partout ailleurs. Donc, je vais citer quelques des exemples où le financement a été porté uniquement par des citoyens, éventuellement avec des collectivités locales. Donc, un autre projet en Ille-et-Vilaine, porté par une association énergie d'effet que Éolienne en Pays de Vilaine a accompagné au départ, qui a créé ensuite une SAS pour permettre de regrouper le financement, donc par le biais de clubs d'investisseurs et de financement des fondateurs. Et cette SAS, au lieu de porter elle-même le développement technique,
a mandaté une entreprise, a trouvé un prestataire technique, un développeur, qui fait le travail en association avec Veolia, mais ce prestataire est payé à la tâche, sans prime de risque, et donc il n'y a pas de valorisation de la part du prestataire. C'est Veolia, la SAS locale, qui prend le risque de financer ce développeur pour obtenir ce permis de construire qui a été déposé récemment. Autre exemple, en Loire-Atlantique, Paysan SNIC, une association, EOLA, créée sur le modèle d'éolienne en Pays de Vilaine aussi. D'ailleurs, leur premier administrateur était administrateur en Pays de Vilaine, qui ont créé une association de préfiguration. Cette association ensuite crée une société, EOLA de développement, qui s'est dotée de fonds propres, d'une part avec des clubs d'investisseurs. Aujourd'hui, ils ont près de 50 clubs d'investisseurs et plus d'1,5 million collectés. Et ils se sont aussi associés avec une société d'économie mixte que l'on connaissait. La SEM est née du département de Loire-Atlantique qui s'est transformée aujourd'hui en la CELA Développement, qui, notamment après la réussite des 2 premiers projets dans lesquels elle était impliquée avec l'éolienne de Vilaine, s'est aperçu que finalement d'investir dans un projet de développement et de ne pas subventionner ce projet de développement, mais le fait d'investir permettait aussi de valoriser cet investissement à la sortie quand les projets émergeaient. Et ce qui leur a permis, par exemple, d'investir dans le projet d'éolienne en Pays de Vilaine, d'investir maintenant dans un autre projet dans le Pays de Vilaine. La collectivité s'aperçoit que d'être très tôt dans le développement permet aussi de se donner des moyens financiers pour arriver sur d'autres projets. Je ne reviendrai pas trop longtemps sur la SEM Nièvre Énergie dans la Nièvre. Finalement, une SEM qui est intéressante parce que c'est la première SEM qui associe les collectivités et les syndicats d'énergie à une SAS de citoyens. Donc SAS Bourgogne Énergie. Et on s'aperçoit que finalement, en termes de gouvernance, on arrive à fonctionner aussi avec des citoyens et des collectivités. On peut bien sûr ne pas financer tout seul son développement, mais faire du co-développement. Donc, je reprends l'exemple des Ailes du Taillard, où une SEM et une association de citoyens ont initié un projet, ont choisi un développeur cadrant, se sont partagés à la fois le capital, mais aussi la gouvernance, pour développer de concert un projet. Ce type de co-développement peut être aussi développé en associant les citoyens locaux, mais sans leur faire impliquer un investissement financier au départ. Je reviens sur un exemple porté aussi par Éolienne Pays de Vilaine, qui avait envie de développer un projet sur une commune proche de chez nous. La collectivité était fort intéressée. Nous, on n'avait pas tout à fait les moyens de développer tout de suite ce projet. Un développeur privé est arrivé et la collectivité a dit OK, je veux bien que vous développiez ce projet, mais vous allez le faire de façon citoyenne. Donc vous allez associer l'association éolienne en Pays de Vilaine. Ce qui nous a permis, avec ce soutien de la collectivité, de négocier avec ce partenaire Wind un co-développement dans lequel nous avons créé une société de projet avec un capital extrêmement important puisqu'on a mis 100 € de capital, dont 20 € a été payé par Éolienne en Pays de Vilaine, 80 € par le développeur privé, ce qui permettait une répartition du capital dans la société de projet. Le développeur privé s'occupait de toute la partie technique, l'association de tout ce qui était relations locales, à la fois relations avec les élus, avec les propriétaires, réunion d'information, mise en place d'un comité de suivi,
travaille sur la maîtrise de l'énergie en faisant des informations des scolaires, de telle sorte que nous, on a assis finalement à sécuriser l'acceptation locale qui a permis d'obtenir un permis de construire, de lancer des travaux, et on s'est aperçu même au lancement des travaux, si l'association est là, tout le projet aurait pu être remis en cause parce que un petit souci au niveau de la géobiologie et les agriculteurs locaux avaient bloqué le chantier, et on aurait pu être vraiment dans une impasse si on n'avait pas eu le soutien de la collectivité, de la commune qui nous a accompagnés, et nous, associations locales qui connaissions bien les différents partenaires et qui avons pu aussi insister pour que les études complémentaires soient faites et des préconisations qui ont finalement abouti à débloquer ce chantier. Donc, le rôle de l'association locale peut être valorisé financièrement parce que quand nous avons eu notre permis de construire, bien sûr, nous avions aussi 20% de ce permis de construire avec une priorité de rachat pour l'ensemble. Ce qui fait que nous avons maintenant une société de construction ou d'exploitation qui est en place avec 23% pour les acteurs locaux et association avec des SEM qui complètent le financement. Des outils de financement, je ne reviendrai pas beaucoup plus puisque Yannick en a parlé. Ces fonds, nombre de régions se sont posé la question de l'intervention très en amont lors du développement. C'est une chose qui est encore très limitée, peu faite. Et finalement, jusqu'à présent, je trouve que c'est la de Loire-Atlantique qui s'est le plus positionnée en amont, puisque sur nos projets, elle est arrivée vraiment dans les phases toutes préliminaires. Et elle s'est aperçue à la fin que cet investissement était bénéfique aussi pour la société, puisqu'il y avait une valorisation de cet investissement. Énergie partagée études, donc qui est une filiale d'énergie partagée investissement, et un outil qui va pouvoir démarrer, même si pour l'instant il est assez modeste. Par contre, est à l'étude actuellement avec le ministère de l'Environnement, l'ADEME et la Caisse des dépôts et Énergie partagée Leclerc et SPUL, un dispositif qui permettrait de financer l'amorçage et le développement et surtout de mutualiser le risque pour le développement. Parce qu'actuellement, la problématique pour les projets citoyens, les projets de territoire, c'est qu'ils ne travaillent que sur un ou deux projets, en tout cas sur peu de projets. Et dans ce cas-là, il est difficile de mutualiser le risque parce qu'on mutualise sur peu de projets. Donc l'idée de ce dispositif d'amorçage et de développement, c'est d'augmenter la surface de mutualisation de telle sorte qu'on puisse trouver un modèle économique au même titre que les modèles économiques du privé, sans l'aspect spéculatif qu'il y a souvent par derrière. En conclusion, je rappelle et j'insiste souvent sur cette plus-value qu'il y a pour les citoyens et les collectivités d'intégrer le plus en amont possible le développement des projets. Parce que plus on arrive tard, moins ou plus ça coûte cher, et plus on arrive tard, moins on a de chances de pouvoir intégrer la société de développement ou la société d'exploitation finale. Et au sein d'énergie partagée, on ne milite pas pour une participation minoritaire ou bien une participation uniquement sur du complément d'emprunt avec des dispositifs de cross-funding type LUMO, Landosphère, qui n'apportent aucune participation à la gouvernance et qui ne sont là que de façon toute temporaire sur la retombée des ressources locales. Nous, on insiste sur le fait qu'un projet de territoire, ça se gère sur de longues années, tant sur les ressources que sur les risques éventuels. Et donc, c'est important que les acteurs locaux soient présents dès le départ. Ça nécessite par contre une montée en compétence des acteurs locaux.
Se lancer dans un tel projet, c'est pas simple. Négocier avec des partenaires privés, ça n'est pas simple parce qu'il faut intégrer beaucoup de notions tant techniques que économiques. Et pour cela, les acteurs locaux ont besoin de monter en compétences et besoin d'être accompagnés. Donc, des outils existent, plusieurs ont été mentionnés par Yannick, et c'est important de s'entourer de ces outils et de ceux qui existent, des expériences qui fonctionnent actuellement en France, notamment par le biais des plateformes partagées, de telle sorte que ces acteurs locaux gardent une vraie maîtrise de leur projet, même quand ils font du co-développement, de telle sorte qu'ils maîtrisent vraiment ce pour quoi ils travaillent. Et ces projets locaux, ce sont vraiment des retombées économiques, sociales et environnementales, puisque ces acteurs locaux qui sont montés en compétences sont susceptibles aussi de s'engager sur d'autres projets et en tout cas ont conscience ensuite de tous ces enjeux environnementaux, notamment concernant l'énergie. Je pourrais éventuellement revenir après sur des questions concernant la loi de transition énergétique et les décrets d'application qui posent la question de la communication autour de, ces, de, de l'investissement par les citoyens. Mais ça, on verra peut-être si on a le temps de revenir à ces questions-là. Voilà. Du coup, oui, donc pour l'instant, je peux m'arrêter là. tu as terminé, Michel? Oui. D'accord, merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes d'échange et de discussion. On s'est permis de laisser Michel déborder le temps de sa présentation parce qu'il y avait peu de questions des participants. Donc c'est le moment d'en poser si vous en avez. J'en ai retenu une sur quand, selon toi, le fonds de dotation d'amorçage dont tu parlais, qui est en cours de discussion à un niveau national, s'il sortait, quand ce serait? Alors, Quel est les l'objectif objectifs de mise en route de ce fonds, de ce dispositif. Les objectifs sont premier semestre 2017. Donc, c'est à la fois pas tout de suite et en même temps, c'est très, très proche pour mettre un fonds avec des moyens assez importants, sachant qu'il pourra intervenir vraiment dès la phase d'émergence. Je peux citer aussi en parallèle un outil qui va sortir. Donc, Énergie Partagée travaille sur un guide pour le financement du développement des énergies renouvelables, notamment en direction des collectivités. Donc, parution normalement premier trimestre 2017. Juste, Michel, là sur le guide, c'est financement du développement ou financement plus largement? C'est le financement de la totalité. De la totalité, mais aussi du développement. Alors, je ne sais pas comment interpréter le peu de questions. C'est rare dans un webinaire d'avoir si peu de questions. Est-ce qu'en fait c'est suffisamment clair ou est-ce que Il y en a une toute fraîche là de Thomas Lebris qui est pertinente. Ah, j'ai pas vu. Vas-y. Sur la question de l'enveloppe financière attribuée pour l'outil énergie partagée études et les perspectives d'évolution. Peut-être qu'Arnaud, tu peux répondre à cette question. D'accord. Et derrière, il y aura une petite explication de texte sur la dernière diapositive qui, j'imagine. Alors, énergie partagée étude est encore en phase de construction et aujourd'hui dans une phase de test. Donc, on l'appelle EPE dans son acronyme. Aujourd'hui, il est essentiellement abondé par les ENERCOP régionales et énergie partagée investissement. Aujourd'hui, il est abondé à hauteur de 500 000 euros pour vraiment financer cette phase de développement de projets citoyens qui rentrent dans la charte d'énergie partagée et de son mouvement.
l'idée, c'est d'être en cofinancement du coût de développement à hauteur de 10 jusqu'à 50% des coûts de développement et dans une moyenne de 30%. Et comme n'importe quel outil de capital risque, sauf que celui-là n'a pas vocation à faire des bénéfices, à être rentable, à dégager des bénéfices. Il a vocation à équilibrer entre les gains des projets qui réussissent et qui sortent et de ceux qui ratent et qui ne se sortiront jamais. Donc EPE fonctionnera selon le principe de facturer le coût du développement plus un prix, une bonification liée au risque pris aux porteurs de projet une fois que le projet a obtenu ses autorisations et son permis de construire, ce qui permettra d'équilibrer les pertes subies sur d'autres projets qui n'auront jamais vu le jour. Voilà. Et quant aux perspectives de jusqu'où aller dans le capital, je pense vraiment le plus haut et le plus loin possible. Mais aujourd'hui, on est dans cette phase de test et pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation de capital de prévu. Voilà. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail sur EPE à ce stade, mais c'est un outil en tout cas que vous pouvez dès maintenant solliciter via les animateurs régionaux de vos réseaux régionaux ou via directement Enercop. Michel, je te laisse répondre sur la LTE, sachant qu'il nous reste 3-4 minutes. Du coup, je te propose vraiment de nous dire synthétiquement ce que tu en penses et ce que ça change pour les projets citoyens. Donc, il y a deux aspects dans cette loi de transition énergétique. Il y a d'une part l'article 109 qui permet aux collectivités de rentrer en direct dans des projets d'énergie renouvelable sur leur territoire. Donc, cet article 109 est un point important pour faciliter l'arrivée des collectivités publiques sans passer par des SEM ou autres sociétés intermédiaires. Le deuxième article qui concerne davantage le financement citoyen, c'est de voir comment on peut, ou la communication autour du financement est encadrée par l'autorité des marchés financiers. Et l'article 111, qui était censé faciliter l'investissement des citoyens, en fait, nous a un petit peu déçus dans son décret d'application, car il y a un petit peu à des processus qui étaient antérieurs, à savoir que pour des valeurs inférieures à 100 000 euros, on peut citer sans. Si on arrive dans une tranche de 100 000 euros à 5 millions d'euros, là, on ne peut le faire que si on ne dépasse pas 50% du capital sur 12 mois. Ce qui veut dire que, de fait, des citoyens, des particuliers ne peuvent pas avoir la majorité dans le capital. Et par contre, on peut s'associer à des collectivités. Dans ce cas-là, on peut jouer sur cette augmentation de capital, et notamment dans le cadre du développement où, comme je disais, on augmente progressivement les fonds nécessaires. On peut arriver à jouer à fait ce glissement de 50% du capital en plus au fur et à mesure. D'autres éléments, mais qui ne nous concernent pas en tant que citoyens, c'est que si on investit par part de 100 euros ou sur des montants globaux de 100 000 euros, on devient des investisseurs qualifiés et donc on n'est pas limité en termes de communication. Mais ça concerne peu de monde et en tout cas, c'est pas le type de financement qu'on soutient. Et ensuite, le dernier point, c'est que si on est en dessous de 150 investisseurs, on est aussi libre de communiquer. Mais cette communication, c'est difficile de dire que ça s'adresse à moins de 150 investisseurs, notamment si vous utilisez
la communication via des journaux, via Internet. Et c'est donc pour ça que nous, on a plutôt choisi de faire des communications très prudentes, où on ne travaille essentiellement que par des clubs d'investisseurs pour ce qui est de la communication locale, et si ce n'est par Énergie Partagée Investissement, qui lui peut communiquer au-delà du cercle des 150 investisseurs, puisque nous avons le visa de l'autorité. Merci Michel. On arrive un peu au terme de ce webinaire. Quelques questions sont posées en même temps, beaucoup autour des territoires TEPOS, donc plutôt à l'intention de Yannick. Alors une première à laquelle il a répondu, enfin plus sur la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Je vous laisse lire sa réponse. En revanche, il y avait sur les territoires TEPOS des demandes un peu d'indicateurs pour évaluer le financement local sur les territoires TEPOS. Je ne sais pas. Alors si, Yannick vient de nous répondre. Je te laisse faire une réponse orale. Ouais, je suis pas très sûr d'avoir compris une question avec un sigle compliqué, à moins que ce soit une erreur. PAHS. Je ne sais pas ce que ça veut dire, question de Nicolas. Moyenne d'investissement de territoire. Alors sur les projets à 100% local, ouais, les projets à 100% local type Begawatt, Citawatt, quelques autres, Elle Décrète dans les Ardennes, etc. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Alors est-ce que financer à 100%, ça a vraiment un intérêt dans la mesure où le contrôle de la gouvernance est acquis à partir de 50? Enfin, ça, Michel pourra éventuellement intervenir là-dessus. La difficulté en fait en partant à 100%, c'est que de facto, ça consiste à ne pas travailler avec un développeur, c'est-à-dire à se passer de la compétence technique qu'il peut éventuellement apporter. Ça simplifie pas la tâche, même si c'est pas impossible à faire. Ça c'est une chose. Et puis effectivement, je pense qu'en proportion par rapport au nombre de mégawatts qui sortent, c'est encore pas très important. Enfin, c'est aussi un peu tout l'enjeu d'une montée en puissance progressive des porteurs de projets vers enfin, une autonomisation de leur projet au sens où ils conserveraient la gouvernance. Mais voilà, je pense qu'il faut mettre tout le monde dans le bain dès maintenant. Et puis nous, au sein du Clair, on reste assez promoteur de tout schéma qui est en capacité d'intégrer les acteurs locaux. Et le constat qu'on peut faire, je sais pas, par exemple, le parc de Fruges, Fruges dans le nord ou dans le Pas-de-Calais, je ne sais plus, plus grand parc éolien de France, hein, c'était plusieurs centaines de mégawatts. C'était du pur développement privé. Alors pour eux, très intéressant parce qu'une grosse fiscalité parce qu'un gros parc quand même. Mais l'idée, c'est que le prochain parc sera porté a priori plutôt via une SEM. Donc il y a aussi une logique d'apprentissage des territoires qualitatif en fait, sur la manière de monter les projets. Et puis comme je l'ai rappelé, il faut aller vite. Et ben, si la première fois on fait à moitié bien, ben, la deuxième fois on fera mieux. Merci Yannick. Sur la question de Julien, tu relèves la question de Fadia. Yannick y a répondu hein, que, a priori, le monde industriel des énergies renouvelables n'était pas déçu hein, sur les objectifs de la PPE et que l'enjeu restait bien l'ancrage local des projets qu'elle allait développer. Je crois que Michel voulait peut-être compléter. On arrive au bout, je ne vois pas d'autres. Oui. Juste un tout petit détail par rapport à ce qu'a dit Yannick. Financer à 100% le développement ne signifie pas travailler avec des partenaires techniques qui sont les développeurs. La seule différence, c'est comme ce qu'a fait Énergie d'Effet en Ille-et-Vilaine, c'est de faire que ce développeur devienne prestataire de service. Il n'est plus donneur d'ordre. Et du coup, pour une collectivité ou des citoyens, c'est important de s'appuyer sur des experts techniques et on est obligé de le faire. Monter en compétence complètement et créer ses propres bureaux d'études, ça n'est pas simple. S'appuyer avec les bureaux d'études qui existent, c'est bien. Mais dans ce cas-là, ils sont prestataires de services. C'est toute la différence. Là-dessus, je vous renvoie, et ça sera mon mot de conclusion. Bon, il y a encore des questions qui arrivent, on va peut-être en prendre les deux dernières. Là-dessus, il y a plusieurs webinaires qui se sont déjà déroulés, que vous pouvez revisionner sur le site d'énergie partagée, et notamment elles sont hébergées sur le site de Vimeo. Vous tapez, vous recherchez les vidéos d'énergie partagée sur Vimeo.
Il y avait eu un webinaire avec la présentation de Sergi qui s'inscrivait pleinement dans cet esprit de maîtriser, et là même d'avoir une maîtrise publique du développement des projets et de se donner les compétences des développeurs, mais en tant que prestataire de leur, de leur projet. Arnaud est congelé. Arnaud est... Ouais. Oui. On t'a perdu, on t'a perdu. PHS, Pierre Stauber. Bon. Est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'on prend les toutes dernières questions? Non, je pense qu'on y répondra par mail. Il est déjà 14h05. On vous laisse vaquer à vos occupations. Merci beaucoup, Michel et Yannick, d'avoir présenté vos travaux, vos expériences. Merci à tous les participants d'être venus. Sachez que, voilà, vous l'avez vu, vous avez pu poser vos questions en direct, mais vous pouvez le revoir et diffuser à vos collègues et partenaires ce webinaire qui a été enregistré et qui se retrouve sur le site de Vimeo. Je laisse à Julien Arnaud le dernier mot pour nous parler et annoncer les futurs rendez-vous, formations et webinaires d'énergie partagée. Oui, alors je l'ai mis en commentaire sur les conversations. Nous avons 3 formations à venir. Une le jeudi 8 décembre avec Pierre Jourdain sur négocier avec un développeur, donc les techniques et la stratégie. Nous avons ensuite un webinaire le 15 décembre avec Sylvain Guineverneau qui est animateur chez nous autour de la méthanisation. Et la prochaine formation sera repoussée au 31 mars. C'était une formation qui était initialement prévue le 7 novembre et qui sera avec Guillaume Marcenac sur le co-développement. Donc il y a eu pas mal de passages de ce webinaire qui concernaient ces questions. Donc les 2 prochaines séances de formation sur une journée à Paris peuvent vous intéresser. Pour tout ça, je vous invite à aller visiter notre site pour prendre plus de renseignements et éventuellement vous inscrire. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Tu coupes, toi. T'arrêter la...